Qu'est-ce qui va changer très concrètement pour vous alors que le budget de l'État pour 2026 est actuellement en débat à l'Assemblée nationale? Quelles sont les mesures qui sont actuellement portées par le gouvernement? Qu'est-ce qui fait débat? Qu'est-ce qui pourrait changer? On va donc faire le point là-dessus aujourd'hui. C'est le sujet à la une de ces actualités du jour. J'espère que vous allez bien et on fera un point évidemment après sur le reste de l'actualité importante du jour, que ce soit sur YouTube et en podcast audio. Alors avant de revenir sur la liste des mesures de ce budget qui pourraient vous impacter directement, on va d'abord revenir sur ce que c'est et sur son contexte. Le budget, c'est donc un texte crucial qui est porté par le gouvernement chaque année et qui fixe combien l'État prévoit de dépenser et comment est-ce qu'il compte financer ses dépenses pour l'année qui vient. Pour être adopté, il doit être voté par la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Si c'est pas le cas, le gouvernement peut utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, mais ça devrait pas être le cas ici. On revient là-dessus dans un instant. Et donc là, on parle dans tous les cas du budget de l'année 2026. Alors, on va voir tout ce qui fait débat dans un instant, mais concrètement donc, le gouvernement souhaite réduire le déficit. Le déficit, c'est lorsque les dépenses de l'État dépassent ses recettes, et c'est évidemment ce déficit qui entraîne une augmentation de la dette. Ce budget, il avait initialement pour but de diminuer le déficit public à 4,7% du PIB en réalisant près de 30 milliards d'euros d'économies, mais il devrait être aujourd'hui assoupli pour se rapprocher a priori d'une baisse du déficit de 5%. Mais pour la première fois depuis 1958, donc depuis le début de la Ve République, eh bien le Parlement débat dans un contexte très particulier, et ce pour deux raisons. La première raison qu'on peut noter, c'est que le Premier ministre Sébastien Lecornu a renoncé à l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Le 49.3, c'est ce qui permet donc au gouvernement de faire passer une réforme sans le vote des députés. Il a déclaré qu'il ne souhaitait pas l'utiliser. Et sur ce point, justement, la deuxième raison qui fait que ce vote il est inédit, c'est que le gouvernement ne dispose pas d'une majorité claire à l'Assemblée nationale, et donc il ne pourra pas faire passer comme ça d'un seul coup tout son budget. Il y aura clairement des débats, et il y a déjà en ce moment clairement des débats, mesure par mesure et élément par élément. Alors s'il y en a dont il va falloir observer le comportement dans les prochains jours, c'est ceux des près de 69 députés socialistes. En effet, les députés socialistes, pour leur immense majorité, n'ont pas voté la motion de censure contre le gouvernement il y a quelques jours, contrairement donc à la France Insoumise, aux écologistes, aux communistes ou encore au Rassemblement National. Et c'est clairement eux donc qu'il va falloir observer, puisque, disons les choses, le gouvernement a besoin des votes des socialistes sur ce budget, et le risque autrement, c'est que le gouvernement ne tienne pas longtemps. Alors voyons désormais maintenant qu'est-ce qui est porté par le gouvernement et qu'est-ce qui pourrait vous impacter directement. La première chose qui pourrait vous impacter, c'est la suppression de l'aide de 500 € à l'inscription au permis de conduire pour les apprentis et pour les alternants. L'objectif pour le gouvernement, c'est de réaliser une quarantaine de millions d'euros d'économies par an, sauf que selon l'association des apprentis de France, supprimer cette aide aggraverait la précarité des jeunes en formation et freinerait la dynamique de l'apprentissage en France. Ça pourrait donc impacter de nombreuses personnes parmi vous. Au-delà de cette aide au permis de conduire, les aides pour les apprentis devraient être elles aussi globalement réduites. Jusqu'ici, un apprenti payait par exemple moins de cotisations sociales qu'un salarié en raison de son statut, et ça pourrait ne plus être le cas, et donc les salaires nets pourraient baisser. Autre élément important, le budget pour les primes à l'embauche des apprentis, donc on parle pas de tous les alternants et apprentis, mais bien les apprentis qui est versé aux employeurs. Et bien ce budget et ces primes devraient être réduits de près de 30%, ce qui représente 1 milliard d'euros de moins par rapport à 2025. Résultat, là aussi donc, ça pourrait freiner le recrutement des apprentis en entreprise, qui seraient donc moins poussés à les embaucher. Il y a aussi de nouvelles taxes qui devraient entrer en vigueur. Par exemple, les employeurs pourraient bientôt devoir payer une taxe de 8% sur certains avantages qu'ils donnent à leurs salariés, comme les tickets restaurants ou encore les chèques vacances, et ça devrait rapporter près d'1 milliard d'euros aux caisses de la sécurité sociale. Autre élément que l'on peut noter maintenant, c'est une autre taxe, une taxe de 2 € sur les petits colis provenant de pays hors Union européenne et qui pourrait être instaurée. L'objectif affiché, c'est notamment de protéger les entreprises de la concurrence de produits qui viennent bien notamment de l'étranger, principalement de Chine. On peut penser aux plateformes comme Shein ou encore Temu. On parle bien ici d'une taxe de 2 € par article et non pas par colis, et qui ne devrait pas être payé a priori par le consommateur directement, mais bien par le fabricant, le site marchand ou le transporteur. C'est encore très flou aujourd'hui, mais évidemment ça pourrait avoir un impact pour certains d'entre vous. L'enjeu affiché, c'est aussi de favoriser donc la production française et d'éviter donc l'importation de produits qui sont parfois produits dans des conditions mauvaises, que ce soit pour la planète ou alors pour des raisons sociales. Autre taxe que l'on peut noter qui pourrait arriver, une taxe sur les liquides pour cigarettes électroniques
qui pourrait aussi être instauré. Son montant pourrait aller jusqu'à 50 centimes par flacon. On aura l'occasion d'en reparler. Autre sujet que l'on peut noter, désolé, j'enchaîne très vite, mais au moins vous avez l'essentiel de ce qu'il faut comprendre et de ce qu'il faut retenir. Autre sujet donc, le gouvernement souhaite aussi réduire la durée des arrêts de travail. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour un premier arrêt maladie, eh bien, le médecin peut prescrire la longueur et la durée qu'il souhaite. Mais là donc, ce que souhaite mettre en place le gouvernement, c'est qu'un médecin généraliste ne puisse pas prescrire plus de 15 jours d'arrêt maladie pour un patient, ou alors un mois d'arrêt maladie si jamais ça se passe après une hospitalisation. L'objectif affiché ici, c'est de diminuer le déficit de la sécurité sociale en dissuadant donc de prescrire les arrêts maladie qui sont en hausse ces dernières années. Même si vous l'imaginez, eh bien, ça peut entraîner beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes. À noter évidemment qu'aujourd'hui, eh bien, les médecins généralistes ne sont pas les seuls médecins à pouvoir prescrire des arrêts maladie et qu'il n'y a pas de changement a priori pour les autres personnes, par exemple un psychiatre ou une psychiatre qui pourrait en prescrire. On enchaîne, autre élément qui pourrait vous impacter, le gouvernement souhaite aussi que la sécurité sociale rembourse moins les médicaments. On pourrait par exemple désormais payer 2 € sur chaque boîte de médicaments contre 1 € actuellement, mais aussi passer de 2 à 4 € pour chaque consultation médicale. À noter par contre que rien ne changerait pour certains patients comme les femmes enceintes ou encore les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Autre élément qui pourrait là aussi vous impacter négativement, il faut savoir qu'aujourd'hui le budget des allocations familiales, il augmente lorsque le deuxième enfant il atteint l'âge de 14 ans afin de couvrir en fait les dépenses plus élevées liées aux adolescents. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, l'âge de ce deuxième enfant, il ne serait plus de 14 ans mais de 18 ans, c'est-à-dire donc qu'il y aurait une augmentation des allocations familiales à partir des 18 ans du deuxième enfant. Ça pourrait donc impacter pas mal de personnes. Selon Le Parisien, les familles concernées pourraient perdre jusqu'à 2700 € par an. Les conséquences donc pourraient être nombreuses. Autre élément qui est actuellement en débat, et ça c'est pas nouveau, c'est l'idée de l'instauration d'une année blanche. Une année blanche donc qui maintiendrait au niveau de 2025 eh bien, les prestations sociales comme les pensions de retraite ou encore l'allocation chômage. C'est quelque chose qui est actuellement en débat. Et pourquoi est-ce que ça pourrait vous impacter? Parce que eh bien, si c'est maintenu au niveau de 2025, ça veut dire que eh bien, l'inflation n'est pas prise en compte et donc factuellement vous perdez en pouvoir d'achat puisque eh bien, les prix ils augmentent mais pas vos allocations potentielles. Et autre chose donc qui pourrait être gelée, c'est celui du barème de l'impôt sur le revenu. Alors je rentre pas dans les détails ici puisque c'est technique, mais si vous payez des impôts aujourd'hui, vous voyez probablement comment fonctionne donc le barème d'imposition. En fait, c'est quelque chose qui est indexé en théorie sur l'inflation. Mais là donc, il y a actuellement sur la table au Parlement eh bien, l'idée que ce barème il pourrait être gelé. Et si c'est le cas, ça pourrait vouloir dire davantage de personnes qui vont payer des impôts ou plus d'impôts, avec un décalage en quelque sorte entre des hausses de salaire d'un côté potentiellement et en parallèle des barèmes qui ne sont pas ajustés. Bref, beaucoup de choses qui pourraient vous impacter, qui sont actuellement encore en débat. Donc attention, ce n'est pas encore des choses qui sont votées et il faudra voir à quoi ça ressemble dans les prochains jours. Mais c'est des choses qui sont portées pour beaucoup ici par le gouvernement. Sachant qu'en parallèle, on peut noter que la majorité des réformes et des mesures portées par la gauche, notamment sur la taxation des plus hauts patrimoines, eh bien, n'ont pas été retenues pour le moment. L'élément le plus marquant, c'est évidemment la taxe Zuckman, du nom donc de l'économiste Gabriel Zuckman, qui prévoyait un impôt plancher de 2% pour les contribuables dont le patrimoine est supérieur à 100 millions d'euros. Ça a été rejeté par les soutiens du gouvernement et du Rassemblement national. De son côté, le gouvernement rejette la taxe Zuckman et souhaite porter, je cite, une taxe sur le patrimoine financier des holdings familiales. Une holding, qu'est-ce que c'est? Une holding familiale, c'est une société ou une entreprise qui va gérer l'argent et les biens d'une personne ou d'un foyer. Ce qui fait que c'est de plus en plus utilisé, c'est que ça permet souvent de payer moins d'impôts, même si c'est pas quelque chose qui est illégal. Mais je rentre pas dans les détails là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est encore en débat, qui fait que changer vraiment au moment où je vous parle dans les débats à l'Assemblée nationale. Donc on fera un point plus en détail là-dessus. Enfin, on en parlait hier, mais d'autres budgets pourraient être sévèrement touchés. On peut penser par exemple au budget dédié à la culture, qui devrait lui aussi être réduit de plus de 200 millions d'euros, ce qui pourrait donc avoir un impact direct sur la création artistique ou encore sur la préservation du patrimoine. Et il y a plein d'autres choses qui sont actuellement en débat, mais je le disais donc, c'est actuellement en débat au Parlement. Dans le cas où il y a un budget qui est voté, bon bah ça va aller assez vite puisque du coup ce sera le budget pour l'année 2026, mais si jamais ce n'est pas voté, faudra observer à quoi ça ressemble. Le risque donc pour le gouvernement, c'est qu'il n'y ait pas de budget voté puisqu'il y ait trop de désaccords à l'Assemblée et donc que suite à ça, le gouvernement soit renversé. Dans tous les cas, ce qui est aussi possible si le budget n'est pas voté, c'est qu'on applique en 2026 au moins temporairement le budget de 2025. C'est quelque chose qui a déjà été fait. Et par ailleurs, dernière chose qu'il va falloir observer, techniquement, le gouvernement pourrait, s'il le souhaite, adopter certaines des mesures qu'on a évoquées ici par décret. Un décret, ça permettrait au gouvernement de faire passer certaines de ces mesures sans passer par un vote au Parlement et sans passer finalement
totalement non plus par le 49.3. Mais vous l'imaginez, tout cela ferait énormément débat d'un point de vue démocratique et dans la situation actuelle. Désolé, j'ai été très long, mais ça me semblait important de faire un point sur le sujet. J'ai même voulu un autre récap sur l'Instagram de notre média Elan. On a fait un résumé. Sur Instagram, le pseudo c'est elan.media, ELAN.media. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à suivre le compte, donc merci beaucoup. Je vous tiens au courant des suites du débat. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été incarcéré ce mardi matin à la prison de la Santé à Paris après sa condamnation à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire des financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007. C'est la première fois en France qu'un ancien président est emprisonné. À l'appel de sa famille, quelques dizaines de personnes étaient réunies près de son domicile dans le 16e arrondissement de Paris pour lui apporter leur soutien. Nicolas Sarkozy n'a pas souhaité s'exprimer. Quelques heures plus tôt, il avait posté un message sur X dans lequel il écrit, je cite, « Ce n'est pas un ancien président de la République que l'on enferme ce matin, c'est un innocent ». Ses avocats ont indiqué avoir déposé une demande de mise en liberté. Selon eux, Nicolas Sarkozy pourrait passer entre 3 semaines et 1 mois en prison, le temps que cette demande soit examinée. Alors elle pourrait être acceptée au regard de son âge, de son absence de risque de fuite ou de récidive et du fait que la condamnation n'est pas définitive. En effet, Nicolas Sarkozy a fait appel de la décision, donc un nouveau procès pourrait avoir lieu dès le printemps 2026, mais aucune date n'a été fixée pour le moment. En tout cas, si la demande de remise en liberté est acceptée, il serait placé sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence et bracelet électronique. En cas de refus, il pourrait déposer une deuxième, voire une troisième demande. À noter qu'Emmanuel Macron a reçu Nicolas Sarkozy vendredi dernier à l'Élysée. Son entourage n'a pas donné de détails sur le contenu de l'entretien, mais Emmanuel Macron juge normal sur le plan humain d'avoir reçu Nicolas Sarkozy avant son incarcération. Deuxième actu, alors qu'Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu à Gaza conclu le 10 octobre, le président des États-Unis Donald Trump a déclaré que le Hamas serait, je cite, éradiqué s'il ne respectait pas la trêve. On en parlait hier, 2 soldats israéliens ont été tués ce dimanche dans une explosion à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, qui est toujours occupée par Israël. Un peu plus tard dans la journée, 45 Palestiniens ont été tués dans des bombardements de l'armée israélienne, selon le bilan de la défense civile de Gaza. Israël justifie ces bombardements par le fait que le Hamas aurait attaqué ses troupes. De son côté, le groupe islamiste nie toute responsabilité dans l'explosion. En parallèle, Israël a indiqué ce mardi avoir identifié la dernière dépouille d'otages rendue ce lundi. Il s'agit du sous-officier Tal Haimi, tué lors de l'attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023. C'est le 13e otage décédé rendu par le Hamas sur les 28 que le mouvement s'est engagé à restituer à Israël. Tous auraient dû être rendus le 13 octobre, mais le Hamas a évoqué des difficultés à retrouver les dépouilles alors que la bande de Gaza est dévastée par plus de 2 ans de bombardements israéliens. À noter également que le vice-président américain J.D. Vance est arrivé ce matin en Israël et doit y rester 2 jours afin de tenter de consolider le cessez-le-feu qui reste très fragile. L'administration de Donald Trump craindrait notamment que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne se retire de l'accord, selon le New York Times. On suivra ça. Troisième actu, les 5 membres du personnel national de l'ONU qui étaient détenus dans un bâtiment de l'organisation à Sanaa, la capitale du Yémen, depuis ce samedi par les Houthis, ont été libérés. L'ONU précise cependant que 15 autres membres de son personnel international sont toujours détenus, mais qu'ils sont, je cite, libres de se déplacer à l'intérieur du bâtiment. On en parlait hier, des dizaines de membres de l'ONU ont été arrêtés ces derniers mois au Yémen, dans les régions contrôlées par les Houthis, un groupe rebelle soutenu par l'Iran et qui contrôle aujourd'hui une grande partie du Yémen. Le 31 août, les Houthis avaient déjà pris d'assaut les bureaux de l'ONU à Sanaa, détenant une dizaine d'employés d'après l'ONU, les accusant notamment d'espionnage au profit des États-Unis et d'Israël. Ces accusations ont été qualifiées ce samedi de dangereuses et inacceptables par le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Quatrième actu, le principe d'une interdiction totale d'importer du gaz naturel russe dans l'Union européenne d'ici à fin 2027 a été approuvé ce lundi par la majorité des pays membres de l'UE. L'objectif, freiner l'économie de guerre de la Russie contre l'Ukraine, mais aussi mettre un terme à la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis des importations de gaz russe. Au total, l'UE a importé 52 milliards de mètres cubes de gaz russe en 2024, ce qui représente environ 19% de ses importations contre 45% en 2021. C'est donc une baisse importante qui a eu lieu depuis l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie en février 2022, mais l'UE conserve tout de même une forte dépendance. Seules la Slovaquie et la Hongrie, qui sont des pays enclavés et particulièrement dépendants des hydrocarbures russes, étaient opposés à cette interdiction. Alors cette mesure n'est pas encore définitive, le texte doit encore être examiné par le Parlement européen et un accord sur la date exacte de l'interdiction doit être trouvé. Cinquième actu, au Japon, la conservatrice Sanae Takaichi est devenue ce mardi la première femme première ministre de l'histoire du pays. Elle succède donc à Shigeru Ishiba, qui était en poste depuis le 1er octobre 2024. C'est la 5e personne à diriger le Japon en 5 ans. Alors une fois qu'on a dit ça,
cas, la viabilité de son gouvernement reste à confirmer selon plusieurs médias japonais, notamment en raison de la situation politique très incertaine au Japon. Au début du mois, Sanae Takaichi a été nommée présidente du Parti libéral-démocrate, une formation de droite conservatrice qui est au pouvoir quasi sans interruption depuis 1955. Mais son parti est de plus en plus impopulaire, notamment en raison d'un scandale financier, et donc il a perdu ces derniers mois sa majorité dans les 2 chambres du Parlement japonais. Pour pouvoir gouverner, Sanae Takaichi a donc formé une alliance avec le Parti japonais pour l'innovation, une autre formation réformatrice de centre-droit. À noter que la nouvelle première ministre est connue pour ses positions très conservatrices, ses priorités étant plutôt le soutien à l'économie et à la défense. 6e actu, le câble qui reliait les 2 cabines du funiculaire à Lisbonne au Portugal, dont le déraillement a causé la mort de 16 personnes en septembre dernier, n'était pas aux normes. C'est ce qu'affirme un rapport officiel rendu ce lundi suite à une enquête visant à comprendre les causes de cet accident. Le rapport recommande donc que les autres funiculaires de la ville restent à l'arrêt pour le moment, comme c'est le cas depuis l'accident. Cette décision permettra de garantir qu'ils disposent de systèmes de fixation des câbles et d'appareils de freinage capables d'immobiliser les cabines en cas de rupture du câble. Bref, les funiculaires restent donc à l'arrêt et le bureau d'enquête rendra son rapport final sur l'accident d'ici environ 1 an. Et on finit avec cette actualité culturelle. Le festival de musique Lollapalooza, qui a lieu chaque été à Paris, a décidé d'annuler son édition 2026 pour se concentrer sur celle de 2027. Les organisateurs ont justifié cette décision par plusieurs raisons, notamment le fait qu'il n'y a pas beaucoup de têtes d'affiche internationales en tournée l'été prochain en France. Lors de sa précédente édition en juillet dernier, le festival a réuni 160 000 personnes sur l'hippodrome de Longchamp pendant 3 jours, avec de grosses têtes d'affiche comme Olivia Rodrigo, Benson Boone, Ray, Lola Young ou encore Justin Timberlake. Autre raison qui justifie cette décision selon les organisateurs, le coût élevé des cachets des artistes, le fait que le festival fonctionne sans subvention ni bénévole et la législation française très contraignante sur le son. Selon une enquête du Centre national de la musique menée auprès de 953 festivals en France, au moins 80% d'entre eux rencontrent des difficultés financières et 1/3 sont déficitaires. Ils perdent donc plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Et voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.